Le matin à Ouagadougou était comme tous les autres. Le soleil se levait lentement, réchauffant l'asphalte, tandis que la ville se réveillait dans une tranquillité apparente. Mais à 10 heures, ce calme a été brisé. Un communiqué du bureau présidentiel du Burkina Faso annonçait une action sans précédent. Le gouvernement burkinabé allait déposer une plainte officielle devant la Cour pénale internationale contre le président américain Donald Trump, accusé de préparer une intervention militaire illégale contre le Venezuela. Un geste audacieux, sans équivalent dans l'histoire des nations africaines. Mais ce qui a marqué les observateurs, c'est que le président Ibrahim Traoré, au cœur de cette démarche, est resté silencieux. Pas de conférence de presse, pas de discours. Le message avait déjà été envoyé. La loi serait l'arme qui porterait la voix du Burkina Faso sur la scène mondiale. L'action du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a marqué un tournant dans les relations internationales, notamment entre l'Afrique et les puissances occidentales. La plainte déposée devant la Cour pénale internationale contre le président américain est bien plus qu'un simple acte juridique. C'est un signal fort pour la souveraineté des nations africaines. En soumettant cette affaire, Traoré a non seulement défié une superpuissance mondiale, mais a également mis en lumière un phénomène trop souvent ignoré, l'exploitation des ressources naturelles par des puissances extérieures au mépris des droits des pays concernés. Ce geste audacieux n'est pas sans risque pour le Burkina Faso, qui se trouve désormais au centre d'une tempête diplomatique. Mais Traoré sait que cet affrontement n'est pas seulement une bataille pour son pays, mais pour tous ceux qui pendant trop longtemps ont vu leur voix ignorée sur la sienne. Alors ça, c'est international. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de dignité, de justice et de droits humains. Ce qui a commencé comme une simple routine à Ouagadougou a pris une tournure radicale. 3 semaines avant l'annonce de la plainte, le président Ibrahim Traoré avait observé avec une inquiétude croissante les mouvements militaires américains autour du Venezuela. Ce n'était pas un cas isolé d'influence géopolitique. Traoré avait vu des schémas similaires se répéter en Libye, au Mali et ailleurs dans le Sahel, où des nations entières étaient littéralement prises en étau par des puissances étrangères aux ambitions économiques et stratégiques. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, la découverte d'un plan militaire américain en préparation, une intervention sous forme de protection des intérêts miniers au Venezuela, mais aussi potentiellement dans d'autres régions riches en ressources naturelles comme l'Afrique. À travers ces sources de renseignements et grâce à un système de communication crypté, Traoré avait obtenu des informations inquiétantes. Des documents militaires interceptés détaillaient des opérations secrètes impliquant la marine américaine à proximité des zones maritimes du Venezuela, à quelques centaines de kilomètres seulement des réserves d'or et de pétrole. Ces informations étaient accablantes. La réalité d'une possible occupation militaire déguisée en intervention humanitaire semblait de plus en plus plausible. Et pourtant, malgré les preuves tangibles de l'agression à venir, la communauté internationale restait étrangement silencieuse. Aucune voix ne s'élevait contre cette violation flagrante de la souveraineté d'un pays. Le silence qui entourait cette situation perturbait profondément Ibrahim Traoré. Dans un monde où la guerre économique et les opérations militaires clandestines semblaient être la norme, il savait que le moment était venu de prendre une position ferme. En toute discrétion, il décida de rassembler un groupe de juristes africains et latino-américains pour examiner les implications légales de ces actions et préparer une réponse. Mais il ne voulait pas que ce combat commence sur le champ de bataille. Ce serait la loi, non pas les armes, qui servirait de premier outil de défense. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, ne faisait pas seulement face à une crise diplomatique. Il devenait le porte-voix d'une région entière, de toutes les nations souvent ignorées par les puissances mondiales. Ce n'était pas un homme habitué aux grandes scènes internationales, mais il savait que son pays, bien que petit et enclavé, portait une vérité que le monde devait entendre. Son calme, sa retenue et sa stratégie mesurée étaient ses armes les plus puissantes. Plutôt que de brandir des menaces militaires ou de participer à des batailles verbales sur la scène mondiale, il choisit une voie plus difficile, mais potentiellement plus efficace, celle du droit international. Son premier geste fut de rassembler une équipe de juristes hautement qualifiés. L'objectif,
examiner les violations du droit international que ces actions militaires américaines en préparation pouvaient constituer. Le groupe, composé de juristes africains et latino-américains, se consacra à l'élaboration d'un dossier solide, qui pourrait non seulement dénoncer les violations légales, mais aussi exposer l'agenda économique caché derrière ces manœuvres militaires. Pour Traoré, ce n'était pas qu'une affaire de sécurité nationale, mais un combat pour la dignité et la souveraineté des nations les plus vulnérables. Cependant, il savait que la réponse du monde ne serait pas immédiate. Les réactions prévisibles allaient de la sous-estimation à la condamnation voilée de l'acte symbolique. Mais pour lui, l'important était d'envoyer un message clair. Le Burkina Faso, dans sa modestie géopolitique, n'était pas prêt à se taire face à l'injustice. La plainte devant la Cour pénale internationale serait déposée, mais il savait que cela ne ferait que marquer le début d'une lutte beaucoup plus longue. Le dépôt de la plainte par le Burkina Faso n'était pas un acte isolé, mais l'aboutissement d'une série d'événements qui s'étaient accélérés au cours des semaines précédentes. Tout avait commencé par des informations confidentielles reçues par Ibrahim Traoré concernant les intentions des États-Unis dans les eaux internationales au large du Venezuela. Des navires de guerre américains avaient été repérés dans des zones stratégiques proches de ressources naturelles vitales. Ce n'était pas une simple manœuvre militaire, mais une opération plus large, visant à sécuriser les réserves d'or et de pétrole. Les États-Unis, dans le contexte de leur rivalité avec le Venezuela, risquaient d'utiliser la force pour imposer leur contrôle sur ces ressources. Ibrahim Traoré savait que les États-Unis ne se contenteraient pas de simples menaces. Il avait vu des schémas similaires dans le passé, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Les interventions militaires sous couvert de protection des droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme masquaient souvent des objectifs plus sombres, ceux de l'exploitation des ressources. Le Venezuela n'était qu'un exemple parmi tant d'autres dans un monde où les frontières des pays devenaient de plus en plus poreuses et où les puissances économiques et militaires étaient prêtes à imposer leur volonté sans tenir compte des principes de souveraineté. Pour Traoré, il était désormais impossible de rester silencieux face à cette menace. Le Burkina Faso, un petit pays au cœur de l'Afrique, n'avait ni l'armée, ni les moyens pour se défendre contre une superpuissance comme les États-Unis. Mais ce qu'il avait en sa possession était bien plus puissant, la légitimité morale et les instruments du droit international. Il comprenait que si personne ne s'opposait à cette forme de coercition, cela deviendrait la norme. Si les grandes puissances pouvaient agir impunément, alors la souveraineté des petites nations serait à jamais compromise. C'est ainsi qu'il prit la décision de faire appel à la Cour pénale internationale, l'un des rares forums mondiaux où les puissants pouvaient être jugés. Mais avant de faire ce pas historique, il avait réuni une équipe d'avocats spécialisés, à la fois africains et latino-américains, pour examiner les implications juridiques de l'action militaire américaine, ainsi que les preuves qui pourraient être apportées. Ils commencèrent par l'analyse des communications interceptées, des documents internes et des mouvements de navires militaires. Ce travail rigoureux conduisit à la constitution d'un dossier détaillant les violations du droit international. Au fur et à mesure que le dossier prenait forme, Traoré comprenait que cette affaire allait au-delà de son propre pays. Il était en train de construire un précédent juridique qui pourrait avoir des répercussions bien plus vastes. En portant l'affaire devant la CPI, il ne faisait pas seulement entendre la voix du Burkina Faso, mais celle de tous les pays en développement, souvent réduits au silence face aux pressions extérieures. Il voulait rappeler au monde que, quelle que soit la taille ou l'influence d'une nation, la justice pouvait être un levier puissant pour résister à l'injustice. Les jours précédant le dépôt de la plainte furent remplis de tensions. Les diplomates occidentaux s'interrogeaient sur les intentions de Traoré. Les États-Unis, quant à eux, se préparaient à rejeter l'ensemble de la démarche qu'ils considéraient comme un coup politique. Mais Traoré restait implacable. Il savait que ce n'était pas une bataille facile, mais une bataille nécessaire. Et même si le chemin était semé d'embûches, il était déterminé à voir cette démarche aboutir. Le dépôt de la plainte n'était qu'un premier pas, et la guerre juridique qu'il allait mener ne faisait que commencer. Le poids de la plainte déposée par le Burkina Faso devant la Cour pénale internationale reposait en grande partie sur les preuves tangibles recueillies par les services de renseignement. Ces éléments de preuve étaient
cruciaux pour donner de la crédibilité à l'accusation qui allait au-delà des simples allégations. 3 ensembles de preuves étaient au cœur du dossier: les interceptions de communication, les relevés satellites et les documents financiers confidentiels. Chacune de ces preuves apportait un éclairage précis sur les intentions américaines et leur impact sur la souveraineté du Venezuela, mais aussi sur les implications pour d'autres régions riches en ressources naturelles. La première série de preuves provenait des interceptions de communication militaire. Grâce à des réseaux sécurisés et à des canaux de renseignement sophistiqués, Ibrahim Traoré avait pu obtenir des communications cryptées entre des responsables américains concernant des manœuvres militaires au large du Venezuela. Ces échanges ne faisaient pas que confirmer la présence de navires de guerre américains, mais indiquaient également des plans pour des opérations de sécurité dans les zones maritimes riches en pétrole et en gaz. Le plus frappant, cependant, était le ton des discussions. Les documents obtenus suggéraient clairement que les États-Unis considéraient ces zones comme une propriété stratégique à protéger, quitte à employer des moyens coercitifs pour s'imposer. Le deuxième ensemble de preuves était constitué de relevés satellites. Ces images, prises à partir de satellites de haute résolution, montraient une activité militaire américaine accrue dans les eaux internationales à proximité des champs pétroliers vénézuéliens. Ce qui était particulièrement révélateur, c'était le moment où ces images avaient été capturées. Elles correspondaient aux périodes critiques de déploiement militaire et à des moments où des négociations secrètes se tenaient entre des entreprises pétrolières américaines et des intermédiaires panaméens. Ces images permettaient de lier les mouvements de navires de guerre américains à des contrats d'exploitation de ressources naturelles, offrant ainsi un lien direct entre l'agression militaire et les intérêts économiques américains. La troisième série de preuves concernait des documents financiers. Les juristes impliqués dans la constitution du dossier avaient mis la main sur des contrats d'exploitation minière confidentiels, révélant des accords entre des entreprises américaines et des intermédiaires panaméens bien avant que l'opération militaire ne soit officiellement lancée. Ces documents montraient clairement que les États-Unis cherchaient à sécuriser les réserves pétrolières et aurifères du Venezuela, bien qu'aucune déclaration publique n'ait été faite à ce sujet. L'ampleur de l'influence américaine dans cette région était manifeste. Des sociétés pétrolières étaient déjà en train de négocier des contrats d'extraction, bien avant l'escalade de la situation militaire. Ibrahim Traoré savait que pour que la plainte porte ses fruits, il était essentiel d'appuyer ses preuves par une analyse juridique rigoureuse. Les experts juridiques qu'il avait réunis se sont concentrés sur la violation de l'article 5 de la Convention de Rome qui définit les crimes de guerre et les actes d'agression. Leur argumentation reposait sur le fait que les actions des États-Unis, non seulement en violation des droits souverains du Venezuela, mais aussi en violation du droit international, constituaient une agression au sens strict du terme. Chaque élément de preuve était destiné à créer un dossier irréfutable, capable de convaincre la CPI de la nécessité d'engager une procédure. Le dépôt de la plainte n'était pas qu'un acte symbolique. Il s'agissait d'une démarche profondément stratégique visant à exposer les ambitions impérialistes des grandes puissances, tout en faisant valoir les droits fondamentaux des nations les plus vulnérables. Traoré savait que, même si la CPI ne statuerait pas immédiatement, ce geste enverrait un message puissant au monde entier. La justice pouvait encore être un instrument de résistance face à l'impunité des grandes puissances. Alors que la plainte déposée par le Burkina Faso suscitait un certain scepticisme dans les cercles diplomatiques occidentaux, Ibrahim Traoré savait qu'il devait non seulement défendre son action, mais aussi renforcer son argumentation en anticipant les critiques. Les opposants à sa démarche affirmaient que cette plainte contre un président américain en exercice n'était qu'une posture politique, une tentative de renforcer le prestige international du Burkina Faso sans réelle base juridique solide. D'autres, plus cyniques, minimisaient l'impact de cette action, la qualifiant de symbolique et de condamnation à l'avance. En réponse, Traoré avait anticipé ces critiques et préparé une argumentation de Stillman visant à non seulement répondre à ces critiques, mais à les dépasser de manière convaincante. La première ligne de défense qu'il avait construite était fondée sur le principe fondamental de la souveraineté nationale. Les États-Unis, selon Traoré, avaient
pris l'habitude de se placer au-dessus des lois internationales en imposant leurs propres règles dans des zones stratégiques. Il argumentait que si l'intervention américaine au Venezuela était tolérée, cela ouvrirait la voie à de nouvelles violations de la souveraineté des pays en développement, notamment ceux riches en ressources naturelles. En d'autres termes, ce n'était pas simplement un cas de violation du droit vénézuélien, mais un affront à tous les pays dont les ressources étaient régulièrement visées par des puissances extérieures. La question, selon lui, allait bien au-delà du Venezuela et touchait à l'ordre mondial. La deuxième défense se fondait sur les preuves indiscutables qui soutenaient la plainte. Traoré savait que son argumentation devait être basée sur des faits et des données vérifiables. Les relevés satellites, les communications interceptées et les contrats d'exploitation minière entre des entreprises américaines et des intermédiaires étaient des éléments que même les détracteurs de sa démarche ne pouvaient ignorer. Ces preuves étaient irréfutables et montraient clairement l'intention des États-Unis d'exploiter des ressources stratégiques sous couvert de protection militaire. Ce n'était pas une intervention humanitaire ou une action légitime pour la paix, mais une exploitation géopolitique de la situation. La dernière ligne de défense de Traoré était plus morale que juridique. Il faisait appel à la dignité des nations africaines et des pays du Sud global, en soulignant qu'un précédent devait être établi pour montrer que le droit international ne devait pas être une arme des puissants, mais un bouclier pour les faibles. Il soulignait que son action ne visait pas à accuser ou à se venger, mais à ouvrir un espace de dialogue pour un monde où les petites nations pouvaient enfin se faire entendre. Il était 8h du matin, et l'onde de choc du dépôt de plainte du Burkina Faso venait de se propager dans le monde entier. Un silence étrange s'était abattu sur les grandes capitales occidentales, alors que les diplomates cherchaient à comprendre l'ampleur de la situation. Mais ce qui choquait le plus, ce n'était pas tant l'acte en soi, mais la manière dont il changeait le cadre de la diplomatie mondiale. Ibrahim Traoré, sans avoir frappé un seul coup de feu, avait fait une déclaration plus puissante que beaucoup de discours diplomatiques. Le premier objectif de la plainte n'était pas seulement de juger les actes des États-Unis, mais de redéfinir la place du droit international dans les relations géopolitiques modernes. Ce n'était plus un simple affrontement entre un petit pays et une superpuissance, mais un combat pour l'équité des nations et la préservation de leur souveraineté face aux intérêts extrêmes des grandes puissances. Le dossier rigoureux et impitoyable avait ouvert une nouvelle ère dans la façon dont les nations moins puissantes pouvaient utiliser les outils juridiques pour défendre leurs droits et leurs ressources. Les répercussions de la plainte du Burkina Faso ne se sont pas fait attendre. En Afrique de l'Ouest, la démarche d'Ibrahim Traoré a été perçue comme un signe de résistance, une affirmation de la souveraineté face aux grandes puissances. Les médias locaux ont salué cet acte audacieux, le qualifiant de moment historique pour le continent africain. Mais au-delà de l'Afrique, ce geste a également suscité une prise de conscience globale. Les nations du Sud, qui se sont souvent senties marginalisées par l'ordre international dominé par les puissances occidentales, ont vu dans l'action du Burkina Faso un message d'espoir. Ce n'était plus un simple acte symbolique, mais un précédent juridique qui pourrait redéfinir les rapports de force dans le monde. L'impact immédiat sur la diplomatie mondiale a été significatif. Les États-Unis ont réagi avec un mélange de dédain et de colère, qualifiant la plainte de manœuvre politique. Le département d'État a exprimé son mécontentement, qualifiant le dépôt de plainte d'attaque sans fondement contre leur politique de sécurité. Mais même dans les couloirs de Washington, une certaine nervosité était palpable. Les avocats du gouvernement américain ont commencé à évaluer les conséquences légales de cette action, se demandant si un précédent pourrait être créé, forçant d'autres nations à suivre le même chemin. La question fondamentale qui se posait, c'était: si le Burkina Faso pouvait agir ainsi, pourquoi d'autres pays, notamment ceux riches en ressources naturelles, ne suivraient-ils pas ? Mais le véritable impact s'est manifesté bien au-delà de la diplomatie. Des pays comme le Niger, le Tchad et la République centrafricaine, qui avaient historiquement été dépendants de l'aide et des relations avec les grandes puissances, ont commencé à repenser leur stratégie. Dans une série de réunions secrètes, ces pays ont cherché à établir des mécanismes juridiques qui les protégeraient contre les ingérences extérieures, inspirés par l'exemple du Burkina Faso. Même en dehors de l'Afrique,
Des nations comme le Venezuela ont exprimé leur soutien, voyant dans cette action une opportunité de réaffirmer leur souveraineté face aux pressions externes. Au sein de la société civile mondiale, l'initiative d'Ibrahim Traoré a trouvé un large écho. Des groupes de défense des droits humains et des organisations juridiques ont salué le courage du Burkina Faso et ont lancé des campagnes de soutien. Les étudiants et les activistes du monde entier ont commencé à organiser des rassemblements en solidarité avec le Burkina Faso, appelant à une révision des lois internationales pour protéger les petites nations contre les abus des grandes puissances. Pour les pays d'Afrique et du Sud global, la plainte contre les États-Unis est devenue bien plus qu'un simple document juridique. Elle est devenue un symbole de résistance contre l'impunité et un appel à une réforme fondamentale du système international. Les mois suivants, l'action historique du Burkina Faso allait déterminer non seulement l'avenir de la diplomatie internationale, mais aussi le rôle que les pays du Sud global pourraient jouer dans le redéfinissement des rapports de force mondiaux. 3 scénarios se dessinaient à mesure que l'affaire progressait, chacun ayant des implications profondes pour la géopolitique et le droit international. Le premier scénario, qui semblait le plus probable, était celui où la plainte déposée par le Burkina Faso serait prise en compte par la Cour pénale internationale, mais avec des délais considérables avant qu'une décision ne soit rendue. L'affaire pourrait prendre des années à être jugée, et entre-temps, les États-Unis et d'autres puissances mondiales pourraient chercher à minimiser son impact. Une telle situation risquait de nuire à la crédibilité du système juridique international, mais elle renforcerait également l'idée que les grandes puissances restent au-dessus des lois. Cependant, même dans ce scénario, les répercussions pour le Burkina Faso et pour d'autres pays en développement seraient considérables. Le simple fait d'avoir porté l'affaire devant la CPI créerait un précédent qui inciterait d'autres nations à recourir au droit pour se défendre. Dans un scénario plus optimiste, la plainte pourrait entraîner une pression internationale accrue sur les États-Unis, les obligeant à changer leur comportement dans les zones riches en ressources naturelles. L'opinion publique mondiale pourrait se retourner contre les pratiques impérialistes des grandes puissances, obligeant les États-Unis à accepter un cadre multilatéral plus équilibré pour l'exploitation des ressources mondiales. Dans ce cas, la CPI pourrait non seulement rendre une décision favorable au Burkina Faso, mais également renforcer le rôle des institutions internationales comme arbitres des conflits géopolitiques. Cela entraînerait une réévaluation du pouvoir des nations du Sud global, leur permettant d'utiliser les mécanismes juridiques pour protéger leurs intérêts sans avoir recours à la force. Le scénario le plus sombre impliquerait une réaction violente de la part des États-Unis et de leurs alliés, qui pourraient exercer des pressions diplomatiques ou économiques sur le Burkina Faso pour qu'il retire sa plainte. Des sanctions économiques, des restrictions commerciales et une pression politique accrue pourraient être utilisées pour intimider le gouvernement burkinabé. Dans ce cas, la plainte risquerait de devenir un symbole de l'impuissance des pays du Sud face aux puissances dominantes. Si cela se produisait, il serait probable que de nombreuses nations renonceraient à utiliser le droit international comme outil de résistance en raison de la menace directe qu'elles encouraient. Le système juridique international, déjà fragile, pourrait en sortir profondément affaibli. Quel que soit le scénario, il était clair que la voie à suivre pour les nations comme le Burkina Faso résidait dans l'action collective. L'exemple d'Ibrahim Traoré avait ouvert la voie à une nouvelle forme de diplomatie fondée sur le droit plutôt que sur la force militaire. Mais pour que ce modèle fonctionne, il fallait que d'autres pays rejoignent ce mouvement et soutiennent les principes de souveraineté et de justice internationale. Le défi serait de maintenir l'élan créé par le Burkina Faso tout en renforçant les institutions internationales pour qu'elles soient plus équitables et réactives face aux abus des grandes puissances. L'action d'Ibrahim Traoré a non seulement résonné à l'échelle internationale, mais elle a également touché les individus, les communautés et les activistes du monde entier. L'un des impacts les plus intéressants de cette plainte était la façon dont elle a inspiré une génération de jeunes à reconsidérer le rôle du droit international dans la lutte pour la justice. En Afrique notamment, la plainte du Burkina Faso est devenue un point de référence pour les mouvements sociaux et les jeunes militants.
Dans les rues de Ouagadougou, les universitaires débattaient de l'importance de cette démarche. Mais ce n'était pas seulement un sujet de conversation dans les grandes villes. Dans des villages reculés, des discussions se tenaient autour de la manière dont les actions du gouvernement pourraient potentiellement affecter leur avenir. Les organisations de la société civile, longtemps reléguées à un rôle d'observateur, se sont emparées de cet exemple. Elles ont commencé à organiser des ateliers et des forums, non seulement sur le cas du Burkina Faso, mais aussi sur la manière dont les petites nations pouvaient utiliser le droit comme levier contre les grandes puissances. Cette dynamique a particulièrement touché les jeunes générations, qui ont vu dans l'action de Traoré un modèle de résistance pacifique et légale plutôt que de recourir à la violence ou à des confrontations militaires. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine, le geste du Burkina Faso a trouvé un écho particulier au Venezuela où le gouvernement a exprimé son soutien, saluant un acte courageux contre les agressions extérieures. Les citoyens également affectés par les politiques impérialistes ont vu dans ce dossier un moyen de renforcer leur propre lutte pour la souveraineté. Le soutien populaire, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, s'est transformé en un catalyseur pour une prise de conscience mondiale. Pour que l'impact de la plainte déposée par le Burkina Faso dépasse le cadre d'un simple événement symbolique et se traduise par des changements durables dans le système international, un plan d'action précis était nécessaire. Ibrahim Traoré, fort de l'élan qu'il avait créé, savait que la prochaine étape serait cruciale pour garantir que l'affaire ne reste pas un fait isolé. Il ne suffisait pas de compter sur les décisions de la Cour pénale internationale, mais il fallait aussi mobiliser des acteurs internationaux pour soutenir cette initiative et renforcer le droit international face à l'impunité des grandes puissances. Le premier élément du plan consistait à renforcer la diplomatie africaine et les relations avec d'autres pays du Sud global. Traoré savait qu'il ne pouvait pas mener ce combat seul. Il a donc œuvré pour créer un réseau de soutien, en établissant des alliances stratégiques avec des nations partageant les mêmes préoccupations sur la souveraineté et les abus des grandes puissances. Cette coalition pourrait se manifester par des actions conjointes à la fois diplomatiques et juridiques, et par une plus grande solidarité lors des prochaines négociations internationales. Ensuite, Traoré a initié des réformes juridiques internes pour renforcer l'infrastructure du droit international au Burkina Faso. La construction d'un institut pour la justice internationale à Bobo-Dioulasso a été l'un des projets emblématiques. Cet institut permettrait aux jeunes générations de se former aux principes du droit international et de mieux comprendre comment utiliser ce cadre juridique pour protéger les ressources et les droits des nations africaines face à l'ingérence étrangère. Il a aussi encouragé une plus grande sensibilisation à l'échelle mondiale sur l'importance de l'utilisation du droit comme arme légale contre l'impunité. Cela passe par l'éducation et des initiatives de diffusion des connaissances sur les mécanismes de la Cour pénale internationale et des autres institutions juridiques internationales.